à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo point lecture de plusieurs livres, donc que vous allez voir, comme je vous ai déjà présenté, étalé sur plusieurs semaines. Pour vous ça va être sur quelques minutes, hein, donc vous allez voir ça assez rapidement défiler. Moi c'est plusieurs semaines parce que je n'ai pas encore tout fini. J'ai fini uniquement celui-ci pour l'instant et je vais vous en parler. En cours, j'ai celui-ci, je ne suis pas très loin, je suis un peu plus qu'à moitié. Et puis celui-ci, j'ai entamé il y a un petit moment. Et je suis une porte également, j'ai déjà commencé. Et celui-ci, j'ai déjà commencé, mais je vais recommencer à Gatarisan, Remède de cheval. C'est le tome 2, il me semble. Parce que ça fait un petit moment, oui, c'est ça. Que j'ai commencé et je l'ai abandonné. Donc je vais recommencer toutes mes lectures. Je vais terminer toutes mes lectures et je vais vous les présenter petit à petit dans cette vidéo en espérant qu'elle soit pas très très longue. Donc je vais vous parler d'abord de celui-ci. Désolée pour la luminosité parce que je n'ai pas encore pris l'habitude, on a déménagé et donc il faudra que je trouve le bon endroit, etc. Pour l'instant c'est comme ça. Et vous avez des choses un peu partout, c'est un petit peu normal. Donc Jean Telet, le magasin des suicides, c'est la première fois que j'ai lu cet auteur, alors que j'étais attirée par cet auteur plusieurs fois, j'ai passé devant ses bouquins, je n'ai jamais acheté, et c'est le seul que j'ai acheté, il était tout petit, donc 155 pages, 157 pages, mais j'ai pas du tout aimé en fait. Donc aux éditions Pocket, certes c'est un livre avec l'humour noir, et il en faut parce que sinon le nom paraît trop glauque. Mais je suis pas fan. J'ai vu à la fin de bouquins qu'il avait aussi Charlie Neuf, par exemple, qu'il avait écrit. Là, par exemple, ça va être plutôt historique, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Il y a aussi Fleur de tonnerre qui a l'air pas mal, j'ai déjà lu les résumés. Il y a également Le Montespan, pareil, on va parler un peu d'histoire. Et je ne sais pas s'il y en a, oui, il y en a sûrement d'autres, mais pas ici présentés dans ce livre. Qu'est-ce que j'ai noté moi? Est-ce que j'ai noté déjà quelque chose? Ah non, je n'ai absolument rien noté. Donc en fait, il peut se lire assez rapidement, mais il faut être emballé. Moi, je ne suis absolument pas emballée par ce livre. Je n'ai pas aimé ni le sujet, ni l'humour. Il y avait un petit peu de grossièreté qui m'ont pas trop plu non plus. Bon, ça passe encore dans les thrillers, dans ce style de livre. Bon, voilà, donc en fait on va parler d'une famille assez spéciale, ça fait un peu penser à la famille Adams, et ça m'a fait aussi un peu penser à Alain m'en a beaucoup, je crois que ça s'appelait comme ça, Le commerce des allongés, et je n'ai pas du tout aimé ce livre aussi. C'était un livre pareil sur la mort, on va dire, ça parlait de cimetière, ça parlait de rites, de traditions, du pays dans lequel tout se passait. Ici, on parle pareil, pas mal de morts, de cimetières, de suicides. C'est un magasin de suicides qui tient cette famille. Et donc dans la famille, je crois qu'il y a 3 enfants. Et il y en a un plus petit, Alain, il me semble, Vincent le plus grand, et puis Marlene, c'est une fille entre les deux, donc la deuxième. Et donc il y a le mari et la femme. Tchouvache, je crois qu'il s'appelle, je sais plus le nom des personnes. J'ai franchement pas aimé parce qu'en fait tout est basé sur justement les suicides, tout est dans cet humour. En fait, il n'y a pas en tant que tel d'histoire hein, parce que tout tourne autour de ces personnes qui viennent dans le magasin acheter des bricoles pour se suicider. Et j'ai trouvé ça un peu ennuyant hein, pour ma part et c'était pas du tout drôle pour moi. Donc voilà, je n'ai pas apprécié ni le sujet. Bon, je pensais que j'allais rigoler un petit peu plus en disant que même si c'est de l'humour noir, ça pourrait peut-être me plaire. Mais au final, absolument pas. Et donc en fait, toute cette famille, elle est pareille, sauf que Marilyn, elle va tomber amoureuse d'Ernest qui est gardien de cimetière, qu'elle va pas pouvoir embrasser tout simplement parce que ses baisers sont baisers de mort. Elle donne ses baisers et distribue ses baisers lorsque les gens viennent acheter quelque chose pour se suicider. Donc ce sont considérés comme des derniers baisers de mort. Et donc c'est par cette précaution qu'elle embrasse pas son petit copain. Ensuite on a donc
Vincent, je ne sais plus trop de quoi, c'était quoi sa particularité. Mais en tout cas, Alain, le plus petit, ben, il est plus bizarre parmi les tous, puisqu'il est normal en fait. Il est tout simplement normal. Pour lui, la mort, ben, c'est le dernier recours. La mort, c'est quand on est âgé, enfin, c'est quand c'est la vieillesse. Hein. C'est pas quand on veut. La vie est donnée pour vivre et pas pour la supprimer quand on en a envie. Donc voilà, c'est un garçon très souriant, très gentil, très attentif et qui sort du lot en fait et que ça fait bizarre au sein de cette famille et aussi parmi les clients, mais certains clients apprécient cette générosité, gentillesse, le partage. Et donc, ils l'apprécient beaucoup. Il y en a qui vont pas jusqu'au bout. Donc après, je vais pas tout vous raconter puisqu'il est vraiment court. Et il y aura des changements et vous allez voir, ça va changer. Mais enfin bon, pour moi, il n'y a pas de rebondissement, c'est un peu plat, c'est toujours pareil en fait. Les clients, le magasin, la famille. Voilà. Donc non, je suis pas du tout emballée. Ensuite, j'ai déjà quasiment, bon, je suis plus qu'à moitié de ce livre-là. De Belinda Alexandra, Un doux parfum de lavande. C'est un livre qui m'a été offert dans une famille, dans ma famille. Donc, il est assez gros, hein, c'est aux éditions France Loisirs. Et il fait plus de 700 pages, il me semble, 739 pages. Donc il est assez long pour vous dire, il est assez lourd, c'est un gros pavé. Et lourd parce que bon, bah, c'est un brochet. Hein. Et ici, en fait, j'ai déjà un petit peu oublié parce qu'avec le déménagement, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas vraiment lu. Donc on est dans les années 1914-1917, on est pendant les années de guerre, la Première Guerre mondiale. On va parler d'une famille, d'après ce que je me souviens, d'une famille des paysans, où il y en a certains qui ne savent même pas lire, mais ce sont des gens, des grands travailleurs qui travaillent sur des champs de lavande et qui tiennent leur affaire de lavande. Voilà, et donc dans cette famille, il y a une fille qui s'appelle Suzanne. Elle a son ami qui s'appelle Bernard, on a une tante Yvette, on a le tonton Yves, Jérôme, pardon, et, euh, et encore une tante Augustine, donc la tante paternelle. On parle pas beaucoup de la mère ni du père. Le père, je crois qu'il a été, je crois qu'il était revenu de la guerre et il est mort après, ou il est mort pendant la guerre, je ne me rappelle pas. Donc c'est pour ça encore la raison d'où je fais ces vidéos au fur et à mesure, sinon je vais tout oublier. Je vais replonger dedans et je vais me rappeler des choses, mais c'est sûr que je me rappellerai pas de tout. Donc cette Suzanne, cette jeune fille qui veut à tout prix quitter cette maison, même si elle adore cette maison, elle adore sa famille, etc. Mais elle a envie d'un autre avenir que celui de ramasser la lavande, de la vendre, etc. Donc elle va partir, je sais plus où est-ce qu'elle part d'abord. Ah oui, père était décédé suite à l'orage, qui a survécu à la guerre, mais décédé suite à l'orage. Euh, donc la nature l'a emporté. Voilà, c'est en fait c'est son oncle, comment il s'appelle déjà, Jérôme, qui envoie Suzanne à Marseille. Je sais plus pour quelle, chez sa tante Augustine. Ah oui, pour qu'elle travaille en fait, pour qu'elle travaille, pour qu'elle les aide, parce que c'est aussi assez compliqué au niveau financier, etc. Et donc elle va les aider et elle va travailler chez Augustine en tant que bonne. Donc c'est pas vraiment une tante, hein, c'est une tante très méchante et plutôt, une employeur, un employeur qu'une tante en fait. Et donc ici j'avais noté à la page 189 et il y avait une très belle description. Parce que le livre, il est très très bien écrit, il est assez agréable à lire. Et doux comme le doux parfum de lavande en fait. Hein. Donc, description envoûtante, j'avais marqué. Je me tordis le cou pour admirer les bâtisses chargées leurs lourdes grilles en fer forgé et leurs toits en pente. C'est quand elle est partie de Marseille à Paris parce qu'elle a quitté sa tante, elle en avait marre en fait d'être une bonne. Elle a quitté Paris, elle a quitté Marseille pour Paris. Et en fait, elle est devenue danseuse. On va suivre en fait, je vais continuer la lecture après. On va suivre en fait ça. Vous voyez comme quoi que je vous ai dit, je me replonge dedans et je vais me souvenir, je vais me rappeler de tout ce qui s'était passé. Donc en fait, elle va chanter, mais après, elle va aussi danser puisqu'il va manquer de gens, enfin de danseuses dans un spectacle et donc elle va aider au départ et puis ensuite elle va devenir une danseuse. Tout ça, ça sera grâce à une jeune femme qui louait la chambre chez sa tante et chez qui elle gardait son petit chien.
d'ailleurs qu'elle a gardé par la suite et qu'elle a amené dans sa famille, là où ils font pousser la lavande, je sais plus ce que c'était comme ville. Et donc, elle va suivre les pas de cette jeune femme, belle comme elle décrit, etc., belle, élégante, charmante, qui se nourrit grâce aux hommes, c'est les hommes qui l'entretiennent, et donc Suzanne, elle a envie de réussir dans sa vie, mais pas grâce aux hommes, mais toute seule. Et donc elle n'aime pas trop ce sujet de, on va dire, se vendre, entre guillemets, mais elle aime beaucoup la personnalité de cette personne, dans le sens qu'elle est assez... bon, indépendante et dépendante à la fois, puisqu'elle est indépendante quelque part, mais dépendante de ses hommes. Mais elle réussit quand même dans sa vie, et c'est ce côté-là qui lui plaît et qu'elle a envie aussi réussir. Donc elle va grimper petit à petit les échelons, et on va l'aider un petit peu par connaissance, mais pas du tout par passer par le lit, on va dire ça comme ça, hein, cruellement, hein, mais bon, c'est comme ça. Et elle va réussir quelque peu dans ce qu'elle veut, et on va voir un petit peu son parcours, etc. Je vous dirai la fin juste de ce bouquin, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien terminé ou pas. Elle va voir la misère, voilà, elle va tout voir en fait. Mais je ne vais pas vous tout dévoiler non plus, parce que en fait ici c'est sa vie qui est retracée dans tout ce livre. C'est assez intéressant, c'est assez sympa. C'est un peu long certes, mais c'est très sympathique, c'est une lecture assez douce. Donc voilà, je me tordis le cou pour admirer les bâtisses chargées, leurs lourdes grilles en fer forgé et leurs toits en pente. Paris était plus sombre que Marseille, mais aussi plus élégante. Marseille irradiait dans mon souvenir avec ses teintes turquoises et jaunes tournesols, alors que Paris miroitait dans les tons nacre et gris perle, avec ses platanes dénudés qui s'alignaient le long des boulevards et ses pavés lisses et brillants. La ville avait un air funèbre. Et de fait, nous passâmes devant plus de magasins diurnes de pierres tombales et d'angles en marbre blanc que j'en avais jamais vu dans le sud. Mais bientôt mon attention fut captivée par le côté plus éblouissant de la ville. Nous longeâmes des rues bordées de boutiques. Un épicier sortit de son magasin et parcourut la rue d'un regard plein d'espoir. Il souffla dans ses mains, et là un groupe de femmes qui passaient vêtues d'écharpes et de manteaux. Elles lui rendirent son salut, puis s'arrêtèrent pour inspecter ses poireaux et ses pommes de terre. Dans la boutique voisine, une fleuriste arrangeait ses fleurs derrière la vitrine. Les jacinthes et les bleuets avaient un aspect aussi éclatant et juteux que les carottes et les épinards de l'étal voisin. Le spectacle de ces deux commerçants, qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes, me réjouit autant que des éclaircies dans une journée de grisaille. Voilà, mon plaisir redoubla quand nous passâmes devant le palais du Louvre, et aussi quelques minutes plus tard quand nous traversâmes les eaux brunâtres de la Seine. L'excitation me fit monter le sang au visage. Paris, j'y étais enfin. C'est vraiment très beau, et moi j'adore Paris, donc c'est tellement bien décrit et je suis admirative de ces descriptions. Et ça donne vraiment envie de replonger dans cette magnifique ville, d'aller la revisiter, etc. J'aime beaucoup. Donc j'ai vécu quand même, enfin j'ai vécu à Maison-Alfort 13 ans, et j'étais vraiment pas loin de Paris à chaque fois. Et voilà, j'ai toujours adoré, j'ai travaillé toujours sur Paris, enfin bon. C'est un endroit préféré, peut-être, de ma jeunesse, et puis on verra plus tard comment ça va se dérouler. Donc en tout cas, le livre est plutôt sympathique, je vous en dirai plus de nouvelles une fois que ce sera terminé. Et puis les trois autres que j'ai entamés, ce que je peux vous dire, celui-ci, je me souviens absolument rien, je vais vous en dire plus tard. Celui-ci, il a l'air très sympathique, hein, mais c'est plutôt côté psychologique, rien du tout de la littérature. Hein. Et là, je suis une porte, c'est assez particulier parce que on parle de la porte comme d'un objet sexuel un peu, de quelque chose d'assez intime. Il y a vraiment des phrases qui vont nous faire penser comme si c'était une femme et non pas un objet. Donc voilà, ça fait un peu penser à ça. Je vous en dirai un peu plus de nouvelles plus tard, mais en tout cas pour l'instant ça m'amuse entre guillemets parce que c'est assez sympathique, assez intéressant de lire, assez particulier j'ai envie de vous dire. J'en ai jamais vu lu de bouquin où on parle en première personne d'un objet. Voilà, écoutez, la vidéo elle s'éternise, hein, ça fait déjà 15 minutes que je papote. J'espère qu'elle ne fera pas plus qu'une demi-heure. Donc prenez une petite pause et moi je vous en dirai un peu plus de nouvelles sur d'autres lectures plus tard. Pour vous ça va être tout de suite.
Alors, je vous fais une petite intro parce que tout simplement, je m'incruste. Je vous ai dit que dans cette vidéo, oui, je suis maintenant dans d'autres habits parce que tout simplement, c'est un autre jour que j'allais lire Cozy Mystery de MC Beaton, donc Agatha Raisin, mais finalement, je souhaite le remplacer par Jules Verne, Michel Strogoff, parce que je l'ai déjà commencé et je pense, je voudrais le terminer, au moins celui-ci, pour voir déjà si j'accroche à Jules Verne, tout ce que j'ai acheté de Jules Verne et j'ai jamais lu encore aucun de ses livres. Et donc Agatha Raisin va partir dans la palle de saga, au moins un cours pour les sagas. Voilà. Le temps que je termine ma lecture, il fait déjà nuit. Donc voilà, j'ai terminé ce bouquin. Dur, hein. Donc déjà pour vous dire, le doux parfum de lavande, j'ai adoré en fait, parce que quand je vous en ai parlé, j'ai pas tout fini. Et c'était un livre très... je peux pas dire qu'il était doudou, parce que c'est un livre qui parlait des deux guerres. Donc d'après-guerre 1900, d'après la Première Guerre mondiale et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était très très intéressant. Et sans pour autant faire exprès, bah, j'ai choisi un second livre dans cette palle et qui parlait pareil de la guerre. Donc je suis une porte de Alsk di Speranza. Ce livre était assez, on peut dire mouvementé, assez compliqué, parce que ici on évoquait beaucoup évidemment tout ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants qui cachaient les juifs. On parlait beaucoup des maladies diverses, concernant les maladies, enfin des maladies diverses, hein, je vais pas vous dévoiler tout. Et j'ai marqué quelque chose, bon, le soleil s'en va, hein. Je vais essayer de faire vite, parce que de toute façon on a encore 3 bouquins dans cette vidéo. Donc moi j'ai marqué, pour que j'aille un peu plus vite, assez intime comme début, parce qu'en fait on parle de la porte, donc c'est la porte qui vous récite tout ce livre en fait, hein, donc, et elle parle quand on la touche, enfin les caresses, c'est un peu intime cette partie qui est comme ça. Après, il y en avait d'autres qui étaient où elle sentait, quand on la claquait, quand elle sentait les mauvaises humeurs, les caractères des gens qui habitaient cette maison. En fait, ce livre, il est divisé en 4 parties, en 4 rameaux. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce sont pas des chapitres, ce sont des rameaux, c'est comme si c'était des branches de l'arbre, puisqu'à la fin, vous allez découvrir de quel arbre est faite cette porte. Et en fait, ces rameaux, donc ces chapitres, sont divisés, sans compter la 4e partie, les 3 premières parties, ce sont des parties qui sont reliées entre elles, et donc par une seule et unique personne, laquelle je vous ne dirai pas, vous serez... vous allez découvrir par vous-même. Donc ici, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, la vie d'un couple, on suit la vie d'un couple de Lucie et Roger, qui sont des résistants. Je lis mon écriture parce que tout simplement j'ai l'habitude de m'éparpiller, et la vidéo elle dure très longtemps après, donc j'essaie de faire un condensé de ce que j'ai écrit, de ce que je suis en train de vous dire. Donc en fait ils vont essayer d'aider les enfants juifs, enfin certains vont essayer de les cacher dans des maisons, dans des orphelinats, chez eux, enfin bon voilà. Et donc ils ont leur réseau qui essaie d'aider comme ils peuvent. Sachant que Lucie c'est une enseignante, et Roger, je sais plus ce qu'il était lui. Je sais plus quelle profession il avait, mais en tout cas voilà, ils étaient tous les deux dans ce domaine de résistants. On aura un drame qui va venir, enfin il y aura un drame dans cet épisode, justement dans cette première partie, où Roger va complètement changer et va devenir une autre personne, pas celle que Lucie connaissait. Et puis bon, la porte va observer justement ces changements d'humeur, leur relation quand ils vont recueillir une petite fille chez eux qui s'appelle Denise, qui vont cacher, qui vont donner un autre nom à elle, et ils vont être en quelque sorte ses parents, puisque ses parents vont être déportés ou fusillés, enfin voilà, donc assez difficile, sans qu'elle le sache, et elle attend toujours les revoir. Donc c'est assez compliqué quand même.
Et après, il y avait des jolies phrases quand même dans ce bouquin, malgré qu'il soit très difficile émotionnellement. C'est vrai que j'ai lâché une petite larmette quand même, hein, mais bon. Alors, ici, j'avais vu où ce soir-là, j'aurais voulu transformer l'angoisse en bulle d'oxygène, les âmes immondes qui flottaient en feuilles d'automne, la fétidité du sang en fragrance de jasmin, la mort d'un homme pourtant toujours vivant en passerelle vers le pardon. Les paradoxes qui frappaient mon bois sectionnèrent mes artères fibreuses, et j'eus l'impression de me briser en des milliers de copeaux sans vie. C'est vraiment, en fait, c'est assez poétique comme écriture. Certes, il y a le vocabulaire qui est un peu compliqué par moments, il y a des mots je connais absolument pas. Mais vraiment, c'est très très bien écrit. Par contre, il y a beaucoup de fautes quand même dans le bouquin. Soit c'est des coquilles, soit c'est, je sais pas, mais enfin, il y en a vraiment énormément. J'ai marqué donc des 3 histoires différentes racontées par la porte, mais qui sont reliées entre elles. Donc des histoires de famille traversant les épisodes de leur vie plus ou moins bouleversants, surtout plus que moins, vu et entendu par la porte qui a traversé, elle, les décennies. On peut dire, non, peut-être pas les siècles, mais les décennies quand même. Et donc, à la page 203, j'avais noté, qu'est-ce que j'ai trouvé, attendez. Ah, sur la lecture, c'était très intéressant. Alors, vous exercez, c'est concernant la deuxième justement histoire, donc deuxième chapitre, parce que l'héroïne Patricia, elle est libraire. Et donc, personnage principal va lui parler et dire: vous exercez un beau métier, partagez les connaissances, le savoir et les émotions. C'est ce pourquoi nous, êtres humains, sommes sur Terre, non? Pour divulguer le plaisir avec les mots et le papier. Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie, écrivait Montesquieu. Et puis quand on déprime, la lecture est le remède. Quand on est heureux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment vrai. À la page 237 également, Libéré de l'espace. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais trouvé? Justement pourquoi ça s'appelle les rameaux et non des chapitres. Je pense que c'est lié avec ceci. Libéré de l'espace dans notre âme et notre esprit fait de nous de grands arbres aux branches gigantesques. C'est à nous-mêmes de ne pas les scléroser, mais de les émanciper. Voilà. Donc je pense que je vais terminer là avec le résumé parce que sinon je vous en dirai beaucoup trop. Mais franchement, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que vous savez bien que je n'aime pas quand il y a trop de descriptions et ici il y en a énormément. Le vocabulaire pour moi est assez compliqué. Mais les histoires, il y a liaison entre ces histoires est assez sympathique malgré que c'est assez bouleversant, dramatique et dur. Mais c'est comme des leçons de vie, en quelque sorte, quand vous lisez ce livre. Cet ouvrage, il est assez intéressant, mais c'est sûr qu'il faut avoir quand même les nerfs assez bien accrochés parce qu'il y a quand même des sujets très compliqués qui sont abordés, notamment concernant donc la guerre et puis la maladie, les maladies. Voilà, donc il faut que vous sachiez ça tout simplement. Mais sinon, c'est une bonne lecture. Voilà. Donc on continue avec les autres bouquins et comme je vous ai déjà dit, je pense que le suivant ce sera celui-ci, donc Jules Verne, comme je vous ai dit, j'échange contre MC Beaton, j'enlève et je mets Jules Verne, Michel Strogoff, et puis j'ai Michel Pastoureau, Noir, et puis Penser efficacement de Richard Templar, que j'ai aussi entamé, donc j'ai envie, j'ai 3 lectures qui sont quand même entamées et j'ai envie de les terminer une fois pour toutes. Voilà, donc je ne papote pas plus, puisque ça fait déjà 10 minutes, et je vous dis à la prochaine lecture. Alors, coucou, nous sommes un autre jour, je suis avec Jules Verne, Michel Strogoff, je suis plus que moitié, je pense que je ne vous dirai rien d'autre après avoir fini le bouquin. Sauf s'il y a des choses qui changent, qui me plaisent ou déplaisent encore plus, je vous dirai plus, mais pour l'instant, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout fait pour moi. Et il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de descriptions, c'est trop aventurier pour moi, il y a trop de batailles. Peut-être que c'est pas la meilleure lecture que j'ai choisie, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront beaucoup mieux écrites selon moi. Enfin, c'est bien écrit, hein, mais je veux dire, c'est pas du tout dans mes veine, enfin c'est pas du tout mon truc en fait, truc aventure,
Vous allez me dire pourquoi t'as acheté Jules Verne alors? Bah parce que tout simplement c'est du classique et je voulais le découvrir, mais j'aurais dû le découvrir par peut-être en commençant par un autre livre un peu moins épais et moins batailleux, on va dire. Là il y a que de la bataille. Euh, et, euh, ou alors peut-être que j'aurais pas dû acheter tout ce que j'ai acheté. Mais enfin bon, maintenant que je les ai, je vais les lire et puis on verra si je vais les revendre ou je vais les garder. Donc ce livre, il parle beaucoup de bataille. On parle ici de Michel Strogoff qui va venir au service du roi, enfin du tsar, qui va être son courrier, qui va amener un courrier très important à un membre de sa famille à Sibir, donc il va aller au nord du pays de Russie. Il va essayer d'amener ce courrier avant que les Tatars arrivent dans la ville et qui siègent dans cette ville dans laquelle se trouve ce proche du tsar. Il faut qu'il soit averti. Et donc il transmet ce courrier très important à Michel Strogoff qui doit l'amener. Donc c'est quelqu'un qui est assez réputé, connu, reconnu et qui est très bien vu, qui va devoir changer son identité, s'appeler autrement pour amener ce courrier et ne pas se faire prendre par les Tatars et se faire détecter par d'autres personnes, sachant que sur son chemin il va rencontrer deux journalistes, l'un un français, Jolivet, je sais plus son nom, Alcide Jolivet et puis Harry Blount en anglais, donc en français et en anglais, qui d'un côté vont être avec lui comme ses accompagnateurs, comme ses amis, de l'autre côté vont être plutôt présentés comme ses ennemis, parce que tout dépend selon l'endroit où chacun d'eux se trouve et sur quoi ils parlent, parce qu'au départ, bon, ils n'étaient pas du tout dans le mouvement de cette bataille et puis après au bout d'un moment ils s'y retrouvent et voilà, c'est plus du tout le même discours, c'est plus du tout les mêmes positions, enfin pas du tout les mêmes avis sur ce qui se passe dans le pays. Donc c'est un truc assez, enfin c'est un livre assez politique on va dire sur la bataille russe tatar, enfin la guerre entre les Russes et les Tatars. Sauf qu'ici c'est pas des Tatars qui les appellent Tartares, pour moi c'est pas du tout ça. Tsar, ça s'écrit pour moi T-S-A-R. Là, c'est Tsar, c'est C-Z-A-R. Enfin, il y a des choses, ça passe pas. Il y a plein de mots russes qui sont pas du tout traduits, mais qui sont écrits comme si c'était dit en russe, mais en français. Si c'était français, bah tu comprendras pas. Moi, sachant que c'est ma langue maternelle, donc il y a les mots, je les comprends bien évidemment, mais je trouve ça trop fouillis parce qu'il y a des mots en russe qui sont marqués en français mais qui sont russes, qu'on explique plus ou moins. Mais pourquoi ne pas les traduire? À quoi ça sert de les écrire en russe dans un livre français alors que c'est de toute façon, voilà, ça veut rien dire. Donc ça me perturbe énormément, peut-être parce que je parle russe et que je sais ce que ça signifie, et que je sais comment ça se prononce et comment ça s'écrit en général quand on est en France et pas comme c'est écrit ici. Ou est-ce que ce serait encore plus perturbant si je ne parlais russe et que je ne parlais que français, voir ces mots apparaître là dans le bouquin? Je ne sais pas. Je vous avoue que ça me perturbe beaucoup, je ne suis pas du tout emballée. La seule chose qui m'a fait réveiller dans cette lecture, c'est quand il a rencontré une femme, Nadia, qui va accompagner et protéger lors de sa péripétie en Sibérie. Tout simplement, c'est une femme qui de l'ex-URSS, je sais plus d'où elle vient, Estonie, Lituanie, je sais plus de quel pays elle vient. Mais enfin bon, il va l'accompagner, il va se présenter en tant que son frère dans une hum, administration où elle va venir récupérer des papiers, etc. On va pas lui permettre de passer la frontière. Sauf que lui, il va obtenir son accord et il va se présenter en tant que frère de cette fille qui va accepter. Enfin, ils vont faire leur petite magouille et ils vont être un petit peu comme frère et sœur en traversant. Donc elle va avoir aussi ses papiers puisqu'elle est sa sœur et puis ils vont traverser donc le pays, donc la Russie, pour venir vers la Sibérie. Sibérie, ça fait partie de la Russie, mais ici c'est mis un peu à l'écart. Donc voilà, toute leur péripétie lors de la route. Enfin, on va avoir des problèmes des chevaux parce qu'ici on a plus le transport de cheval et carrosse, mais sauf que c'est dit
Tarantas, ici, Tarantas, ça veut rien dire pour moi. Enfin, c'est Tileg, c'est des choses comme ça, en fait. C'est, voilà. Donc, c'est une carrosse, quoi. Une carrosse à l'ancienne. Euh, Beaucoup de descriptions de nature, énormément. De batailles également, de comment sont les gens. Bon, après, le physique des personnes, ça c'est, on a plutôt l'habitude. D'Elio aussi, dans chacun des livres, en général, c'est présenté. Mais alors là, c'est dans un moindre détail. C'est épuisant à la fin. Donc il y a des fois, je survole les pages parce que j'en peux plus. Je vous dirai plus, je vous en dirai plus s'il y a quand même eu des changements, des rebondissements qui vont peut-être me plaire ou déplaire. Mais bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de choses que ce que je lis déjà. Il faut pas non plus que je vous dévoile tout ce qu'il y a. Après, c'est un grand classique. Est-ce que je vous dévoile quelque chose en plus ou est-ce que vous connaissez déjà l'histoire? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, concernant mon avis, je ne suis absolument pas emballée par Jules Verne pour l'instant. C'est une lecture certes classique, qui est bien écrite, mais c'est pas du tout mon style. Voilà. Donc je vous laisse ici et puis on se retrouvera pour d'autres lectures après. Bon, je viens complètement de terminer ce livre. Je voulais vous rajouter quelques mots. Bon, c'était pas le but de faire la vidéo aujourd'hui, mais je voulais vous rajouter quand même quelques pensées que j'ai de ce livre. Au final, il est pas si mal que ça. Moi, j'ai pensé vraiment, j'étais énervée parce que ça me plaisait pas, trop de descriptions, etc. En fin de compte, on comprend pourquoi il y a autant de descriptions. Vous allez comprendre quelque part vers la fin. Et tout à la fin, ça devient vraiment très accéléré, très intéressant. On comprend le combat qui a mené Michel Strogoff à travers toutes ces péripéties, tous ces malheurs, dans tous ces actes, c'était Nadia qui l'accompagnait et qui l'aidait énormément. Et donc aussi, on a une belle histoire d'amour, on a une histoire de combat, on a une histoire de fidélité au, comment vous dire, au tsar. Donc il y a pas mal de choses assez intéressantes, il y a une belle morale, il y a... c'est vraiment très très bien écrit, je trouve. Et c'est vrai qu'après, par moments, ça devient un petit peu long avec beaucoup de descriptions. Mais sinon, c'est plutôt une bonne lecture, je pense, à avoir dans ces bibliothèques. Après, c'est vrai que niveau bataille, c'est pas trop mon truc, parce que moi, j'aime pas, par exemple, je suis en train de lire aussi La guerre épée de Léon Tolstoï, j'aime pas parce que il y a trop de guerres, etc., trop de batailles, trop de descriptions de batailles, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, mis à part ça, je pense que les autres lectures doivent me plaire plus s'il n'y a pas de bataille dedans, et en espérant qu'il y ait un peu moins de descriptions, mais bon, si c'est son dada de décrire à chaque fois énormément, ben écoutez, je serais bien servie. Bon, en tout cas, voilà, je ne reste pas sur un goût amer de cette lecture, plutôt agréablement surprise, mais surtout vers la fin, à partir de page 250, je crois que ça s'accélère et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant et qu'on a envie de connaître la fin et découvrir le happy end, bien évidemment. Voilà, je vous ai un petit peu dévoilé la chose, mais vous allez être surprise, vous allez être surpris et surprise par certains événements de cette lecture. Voilà, on continue avec la suite. Après. Et d'ailleurs, avant de passer à d'autres bouquins, il m'en reste que 2 pour cette vidéo. J'ai oublié aussi de vous parler de DVD qu'on avait acheté pour Noël. Je suis désolée, j'ai le nez pris parce que je suis allergique au pollen et je pense qu'il y a pas mal de choses qui me font tousser et éternuer. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je parle un peu dans le nez. Concernant donc les DVD, la seule saison, enfin non, pas la seule saison, la seule série qu'on a regardée jusqu'à la fin actuellement, c'est Lost, donc du premier au 6e saison, j'ai adoré. Franchement, bon, saison 6, c'est un peu fouillis, mais ça explique certaines choses qu'on comprenait pas au départ. Les bonus, malheureusement, ils sont qu'en anglais, mais ils vous permettent de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues et que l'on pouvait s'inventer, et finalement vous les voyez dans les bonus, alors que moi je pensais que c'était plutôt les bonus, genre les backstage, comment ça a été filmé, les blagues, les bêtises, etc. Mais alors pas du tout, ça fait plutôt partie de la suite de Lost. Je mettrai ici, je vais essayer de vous faire défiler les images de Lost. Saison 6, je vous avoue que j'étais tellement déçue que j'ai pleuré à la fin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais en larmes. J'y croyais pas à la fin que j'ai vue.
Et aussi pour vous dire, Jack, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais qui est-ce qui joue bien? Je trouve qu'en fait il a une tête très expressive et du coup c'est lui qui faisait beaucoup pleurer, lui, et puis des fois Sawyer. Mais Sawyer, je trouvais qu'il surjouait un petit peu. Kate aussi, il y avait des moments où elle était vraiment sincère, mais des moments où elle était un peu trop, elle surjouait un petit peu. Alors que Jack, pour moi, il était vraiment sincère du début jusqu'à la fin. Sa tête, elle mettait cette série en valeur, tout simplement parce qu'il était vraiment tellement vrai. Ce petit sourire en coin, très ravageur, on va dire. Enfin, c'est pas du tout. Je suis pas du tout en train de vous dire que je suis attirée par l'homme ou quoi, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, il fait cette série. Il est quand même très agréable à regarder, il est très posé, il est très expressif à la fois et j'ai beaucoup aimé. Voilà, la conclusion, c'est que franchement, il y a il y a eu beaucoup de rebondissements. J'étais un petit peu déçue. Je vous parle vraiment des noms des personnages, mais pas des noms des acteurs parce que je ne les connais pas tous. Locke, j'ai beaucoup aimé ce personnage au départ, je le trouvais très glauque et très bizarre. À la fin, il est revenu toujours glauque, hein. Mais j'étais déçue par ce qu'on lui a mis comme idée. Enfin, je suis déçue que ce soit lui qui a fait ce rôle du méchant en fait. Mais ça lui allait plutôt bien. Mais bon, après. J'ai l'impression de voir des choses, c'est moi qui est fatiguée ou il y a vraiment des trucs qui se passent là. Bon, il faut dire que j'ai fait une nuit blanche aussi, donc j'ai une tête un peu bizarre. Donc voilà, concernant, c'était plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. Et le choix d'acteur, c'est plutôt bien aussi. Bon, Claire aussi, j'étais un peu déçue vers la fin parce elle avait vraiment une tête très bizarre. Et puis Saïd d'ailleurs aussi, hein. Je n'ai pas trop bien compris leur rôle à la fin. Ils étaient vraiment insignifiants, surtout Saïd, alors qu'il avait un très très bon rôle au départ, hein, mais bon. C'est comme ça. Maintenant, on est en train de regarder Prison Break. Je vous avoue qu'au départ, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, surtout cette musique du rap. Bon, il y a du rap qui est bon, mais bon, j'aime pas celle-là. J'ai l'impression en fait que ça fait revenir dans les années 90 et non même pas de début 2000, d'où date la série. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve dedans les acteurs, par exemple le jeune garçon qui est le fils de Jack, on le retrouve également dans cette série. On retrouve aussi, je crois que c'est tous les acteurs des séries qu'on a vus dans cette époque-là. Mentalist par exemple, c'était Teresa chez Mentalist, ici c'est Veronica, donc on retrouve la même personne. On retrouve aussi la personne qui faisait à l'acteur qui était le chef de police justement de Teresa, qui était le chef de Teresa, je sais plus comment il s'appelait, qui faisait son méchant et qui récitait la poème de William Blake, je crois, Tigre, Tigre, je sais plus quoi. Et donc en fait on le retrouve aussi dans ce rôle de méchant dans Prison Break. Euh, Après je sais plus s'il y en avait d'autres. Il y a aussi un acteur qui me parle. Je sais pas, un qui a intégré leur clan. Je sais pas où je l'ai vu, mais il me parle vraiment beaucoup sa tête, mais j'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu. Mais en tout cas, voilà, c'est assez marrant de voir les acteurs qu'on a déjà vus dans les séries qu'on avait appréciées, Mentalist et puis Lost. Là, voilà, on est que aux premières saisons. On verra. Pour l'instant, ça commence à bien se goupiller. Au départ, c'est vrai que j'ai pas aimé du tout ce milieu incarcéral. J'ai pas du tout aimé ces violences que l'on voit et qu'on a surtout vu dans les séries des années 90 quand il y avait la mafia, etc. C'est pas du tout mon truc. Et les séries sur prison, c'est pas non plus mon truc. C'était parce qu'en fait mon chéri il aimait beaucoup cette série, mais il a vu qu'une première saison et comme je lui ai fait un cadeau pour Noël, et ben j'ai toutes les saisons. Je crois que il y en a 5 ou 6, je sais plus. Donc on va tout regarder, je vais vous en parler un petit peu plus en détail plus tard, une fois qu'on aura terminé, et j'espère que ça sera toujours dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, ça sera dans une prochaine, c'est pas bien grave. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines lectures. Enfin, pour moi c'est à très bientôt, mais pour vous ça va être tout de suite. Pour moi ça dure encore plusieurs jours avant que je vous en parle. Voilà, donc je vous dirai plus sur le livre de Michel Pastoureau. Je sais plus s'il s'appelle Michel, mais enfin Pastoureau. Noir, et puis penser mieux, un truc comme ça. Pas penser mieux, mais sans.
je sais plus quoi, enfin bon, un truc psychologique aussi. Je vous en parlerai plus tard. Allez. Alors, je reviens vers vous pour vous parler de ce livre-là, Pensez efficacement les 100 règles d'or. Écoutez, j'ai quasiment terminé, mais bon, je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Je trouve que le livre est plutôt bien écrit. Après, je trouve qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'ai déjà lu, par exemple, les livres de Fabrice Midal, qui sont vraiment au top et qui vous apprennent beaucoup de choses. Même si vous connaissez certaines parmi celles qui sont exposées dans les bouquins, elles sont quand même très efficaces et ils rentrent directement dans la cible. C'est-à-dire que vous pensez vraiment à ce qu'il vous dit. Ici, ce sont des choses un peu plus light au niveau, ça rentre pas tout à fait dans le contexte parfois. C'est juste survolé en fait, c'est pas tout à fait psychologiquement dit. Mais je pense qu'il y a un moment aussi, peut-être qu'il faudra que je relise ce livre et je le verrai peut-être d'une autre manière. Mais jusqu'à présent, cette fois-ci, bah, ça m'a pas trop emballé en fait. Certes, il y a des petites choses qui sont pas mal, qui sont bien dites, qui vous aident bien dans le quotidien, mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc je suis un tout petit peu déçue, mais bon, je le garde pour l'instant, je pense que je le relirai à un autre moment, peut-être que le moment n'était pas bienvenu, il faudrait peut-être le relire à un autre moment, et ça sera peut-être mieux reçu par ma conscience. Voilà. Donc il ne me reste plus que le dernier à lire, c'est celui-ci, et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à le lire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la couleur qui est très sombre, qui est très peut-être négative en soi et qui me laisse un peu perplexe et que je n'arrive pas à avancer. Je suis qu'à la page 26, je suis vraiment très très loin de la fin. Mais bon, je vous en parlerai dès que ça sera terminé et j'espère dans les prochains jours. Je vais essayer de me speeder. Nous sommes ici à peine à 200 pages, je pense, parce que tout le reste ne sont pas de la lecture, nous sommes à 218 pages. Après, tout le reste, ce sont des notes jusqu'à la page 260. Donc, je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, et au moins qu'elle était intéressante, que je vous ai fait découvrir peut-être quelques lectures que vous ne connaissiez pas, quelques auteurs également, et pensez à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ces lectures-là ou si ça vous donne envie de les lire. Voilà, tout simplement, partageons nos avis de lecture, voilà. Et pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre les pouces en haut. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!